L'année 2020 sera dominée, chers téléspectateurs, à beaucoup d'égards, par l'élection présidentielle américaine qui doit survenir au mois de novembre prochain. Et dans ce contexte, eh bien, nous reviendrons à plusieurs reprises dans les mois qui viennent sur l'histoire des États-Unis, comme je l'ai déjà fait en évoquant l'impeachment manqué d'Andrew Johnson au XIXe siècle. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la manière dont a été réalisée la Constitution américaine à l'issue de la guerre d'indépendance, car rien n'était joué. Les Américains s'étaient soulevés contre le roi George III d'Angleterre en 1776. Ils avaient proclamé leur indépendance. Les 13 colonies avaient ensuite reçu le soutien 2 ans plus tard de la France, un soutien décisif qui avait entre autres permis la victoire du Yorktown en 1781, et en 1783 l'indépendance était acquise. Mais les 13 colonies avaient des intérêts divergents, elles correspondaient à un espace immense depuis la Caroline du Sud jusqu'au Massachusetts, et il fallait bien trouver un lien pour qu'elles puissent constituer un État. Rien n'était acquis, et pendant plusieurs années, on a eu une situation très floue, très incertaine, de crise semi-permanente où régnait un peu le chacun pour soi, tout cela sur fond de problèmes financiers affectant l'un ou l'autre des États. Alors finalement, c'est une convention réunie à Philadelphie en 1787 qui va permettre de sortir de ces incertitudes et de doter le nouvel État d'une constitution fédérale permettant de réunir les 13 colonies rebelles. Alors c'est à Philadelphie qu'en 1776 avait été proclamée l'indépendance, et c'est dans la même salle de la déclaration d'indépendance que vont se réunir les délégués qui vont chercher à donner une constitution donc aux États-Unis d'Amérique. Alors il y a tous les leaders de l'indépendance, toutes les vedettes de l'indépendance, peut-être sauf John Adams et Thomas Jefferson qui représentent leur pays en Europe à l'époque, mais on a là Patrick Henry, Samuel Adams, John Hancock, qui sont opposés à un État fédéral trop fort, mais il y a aussi d'autres personnalités, dont George Washington, bien sûr, Benjamin Franklin, John Dickinson, James Wilson, représentant de la Pennsylvanie, qui apparaît un peu comme le plus féru de sciences politiques. Il y a le Virginien Madison, que l'on désignera comme le guide de la Convention. Il y a Hamilton, représentant de New York, John Rutledge, représentant de la Caroline du Sud, et cette assemblée, dont Madison dira qu'elle était désintéressée et dévouée, eh bien, elle a en charge la préparation d'une constitution. Alors les représentants de New York, du Massachusetts, du Connecticut veulent une simple révision de ce qui avait été prévu pour la constitution d'une confédération lors de la convention d'Annapolis. Et de manière générale, ils sont partisans d'une très large autonomie des États, alors qu'à l'évidence, l'opinion générale est plutôt favorable à un gouvernement fédéral plus fort. La première séance de l'Assemblée a lieu le 25 mai 1787. Seuls 29 membres là sont présents, d'autres arriveront ensuite. Il n'y a pas de représentant du Rhode Island. Washington est élu président de la Convention, une convention formée en termes sociologiques de marchands, d'hommes de loi, de planteurs, d'entrepreneurs de construction navale. Toute cette bourgeoisie
parti dynamique qui a été à la pointe de la lutte pour l'indépendance. Un premier plan est présenté par Edmund Randolph, gouverneur de Virginie, qui propose donc un plan de gouvernement préparé par Madison. Ce plan virginien, c'est un système fondé sur la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, avec un pouvoir législatif qui revient à un congrès bicamériste, à 2 chambres, avec une chambre élue directement par le peuple, une deuxième désignée par la première chambre dans une liste présentée par les assemblées des différents États. Mais il y a aussi le plan de Charles Pinkley de Caroline du Sud, qui n'est guère examiné, qui est très vite laissé de côté, et le plan virginien semble devoir s'imposer, mais William Paterson, représentant du New Jersey, lui se veut le champion des petits États, dont le poids électoral est plus faible parce qu'ils sont moins peuplés, et il veut préserver leurs intérêts face aux poids lourds que sont par exemple la Virginie et d'autres États comme les Carolines par exemple. Alors on va aller très loin là dans les débats, certains même imaginent même de faire appel à une intervention étrangère, à une alliance étrangère pour faire valoir leurs droits, même si cela est ensuite abandonné. Et finalement, James Wilson, Madison, Randolph se proclament pour un pouvoir central fort contre ce qu'ils appellent les entités chimériques que l'on nomme les États. Donc, un pouvoir central fort, c'est finalement ce qui sera retenu. On admet qu'une première assemblée, la Chambre des représentants, verrait son nombre d'élus fonction des habitants de chaque État, et puis une deuxième assemblée, le Sénat, elle, ne tiendrait pas compte de la population de chaque État, puisque chacun de ceux-ci aurait droit à 2 représentants. Et on se dispute sur le problème des esclaves, problème fiscal, faut-il les compter comme contribuant à la valeur des propriétés ou pas? Il y a une dimension politique aussi dans cette affaire. Est-ce que les esclaves peuvent compter dans le poids électoral que l'on va déterminer pour chaque État? Finalement, on admet que 3/5 du nombre des esclaves seront retenus justement pour établir le recensement qui définira le poids électoral de chaque État. Il y a des problèmes commerciaux, Par exemple, la Caroline du Sud et la Géorgie se proclament contre l'Union si le trafic des esclaves est interdit. Leur économie, des plantations de tabac, de coton, repose en grande partie sur la main-d'œuvre servile. Le Rhode Island, lui, est toujours absent. Pendant un temps, les représentants de New York quittent la Convention. Ceux du Massachusetts apparaissent tout à fait hésitants. Mais finalement, on va aboutir à un certain nombre de compromis. On admet que c'est le Congrès qui réglementera le commerce extérieur avec les puissances étrangères. Donc, alors là, les gens du Nord sont contents, mais on admet aussi que la poursuite du trafic des esclaves pourra durer jusqu'en 1808, ce qui fait que les gens du Sud, dont l'économie dépend de la main-d'œuvre servile, sont également satisfaits. Pour l'élection du président, on avait pensé à une élection sur 7 ans, on ramène la durée à 4 ans. On va mettre sur pied aussi ce que doit être la Cour suprême. On va organiser le collège électoral pour l'élection du président. Et tout cela permet d'avancer donc au fil des mois. Après 4 mois de travail, 39 représentants signent un projet de constitution. 13 autres se sont repartis, ont abandonné la Convention.
3 seulement ont refusé de signer le projet en question. Voilà l'état des lieux, donc après 4 mois de travail. Mais on a admis que si la Constitution est admise par 9 États, eh bien, elle sera finalement adoptée. Alors, les partisans de la cause fédérale se posent contre les défenseurs des libertés des États. Alors, certains donc vont rejeter le projet. Le Virginien Patrick Henry, par exemple, George Mason aussi, qui a refusé de signer le texte. Du côté du gouverneur de New York, George Clinton, c'est également un refus, ainsi que pour John Hancock du Massachusetts. Mais en face, George Washington, Madison, Alexander Hamilton, John Jay se font les avocats de la Constitution. Le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey ratifient le texte dès décembre 1787. La Géorgie et le Connecticut en font autant en janvier 88, suivi en février par le Massachusetts. C'est décisif. La Virginie est plus réticente, mais elle accepte après que le New Hampshire se soit rallié également au projet sur le conseil de Thomas Jefferson, qui reste une des grandes figures de la lutte pour l'indépendance. Fin juin 1788, 10 ratifications sont déjà obtenues. Le succès de l'Union est donc assuré. En juillet, New York, l'État de New York, qui craint de se retrouver isolé, se rallie à son tour, en juillet donc 1788. La Caroline du Nord, le Rhode Island sont toujours réticents, mais ils vont accepter finalement, après un certain nombre d'amendements, limitant le pouvoir central. Et en février 1789, les représentants de 10 États vont en quelque sorte légitimer l'adoption de la Constitution. L'État de New York, la Caroline du Nord, le Rhode Island restent encore réticents. Pour quelques mois seulement, ils se rallieront à leur tour et dans la foulée, eh bien, nous aurons l'élection du premier président des États-Unis. Ce sera George Washington et c'est le début évidemment de toute une histoire, celle de l'aventure américaine qui va se développer tout au long du 19e et du 20e siècle. Une fois n'est pas coutume, chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui d'un roman historique. Mais pas n'importe quel roman historique. Il est dû à la plume de Bernard Lugan, accompagné d'Arnaud de Lagrange. Et c'est Arnaud de Lagrange que j'ai invité aujourd'hui parce que Bernard Lugan, bien connu, lui, il est dans ses montagnes du Forez, dans sa thébaïde du Massif central, et il est toujours très difficile de le faire venir à Paris. Donc c'est le co-auteur de l'ouvrage concerné que nous allons interroger aujourd'hui. Alors cet ouvrage, il s'intitule « Les volontaires du roi ». Alors c'est une réédition, puisque une première édition date de 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution. Et puis aujourd'hui, après une première édition aux Presses de la Cité, nous avons une deuxième édition aux éditions Balland. Alors les volontaires du roi, c'est un travail tout à fait remarquable. C'est un roman, certes, mais qui nous replonge tout à fait dans l'atmosphère de l'époque révolutionnaire. C'est un roman avec tout ce qui correspond à l'univers romanesque, avec des personnages pour partie imaginaires, mais le fond de l'affaire correspond toutefois à ce qu'a été la Révolution depuis 1989 jusqu'aux années terribles,
jusqu'aux années terribles qui ont suivi. Alors j'ai donc avec moi Arnaud de Lagrange qui s'est plongé dans cette aventure avec Bernard Lugan. C'était un récidiviste puisque quelques années auparavant ils avaient co-signé également le Safari du Kaiser, un ouvrage là aussi romancé mais qui mettait en scène le personnage du colonel von Lettow-Vorbeck, qui en Afrique orientale, pendant la guerre de 1914, avait poursuivi la lutte pendant toute la durée du conflit contre les forces coalisées anglaises, portugaises, sud-africaines, sans avoir à aucun moment été contraint à la reddition. Alors, Arnaud de Lagrange, d'abord, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu comment a émergé ce projet de ce roman, Les Volontaires du Roi. Le contexte, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Nous sommes en 1989. En 89, pour le moment du bicentenaire. Et aux Presses de la Cité, eh bien, il y a une collection qui est mise en œuvre avec des romans historiques, mais dont l'intrigue se déroule dans un cadre régional. Un exemple, c'est notre ami et regretté, aujourd'hui disparu, Jean Mabir, qui avait fait à cette époque un ouvrage qui avait la Normandie de l'époque comme cadre historique général. Alors vous, ça se passe dans le Bourbonnais, et alors vous allez m'expliquer pourquoi le Bourbonnais, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il s'agit d'un espace particulier durant cette période révolutionnaire. On pense bien sûr à l'ouest chouan, on pense à la Provence des compagnons de Jéhu, etc. Le Bourbonnais, alors pourquoi ce cadre régional? Comment l'idée vous est-elle venue à Bernard Lugan et à vous-même d'évoquer cette région? Alors, le Bourbonnais, d'abord, c'est une région très importante dans l'histoire de France. C'est de là que qu'est issue la dernière génération de souverains du royaume. D'autre part, c'est une région que Bernard Lugan et moi-même connaissons très bien. Donc, une attache régionale, plus pour lui que pour moi, mais une attache régionale forte, et surtout un intérêt pour une très belle région qui comporte une variété de paysages extrêmement grande. On pense à la grande forêt de Tronchet, qui du temps de Colbert a servi à reconstruire notre marine. On pense aussi à des régions autour de Vichy, des régions montagneuses, comme ce que l'on appelle la montagne bourbonnaise, où il y a un site assez connu qui s'appelle Glozelle, qui est dans cette voilà, c'est une région historiquement qui a toujours vu passer beaucoup de choses, où il y a toujours eu une forte activité humaine. Il est indéniable que pendant la Révolution, il ne s'est pas passé énormément de choses dans cette région très agricole, très tournée vers l'élevage, mais nous voulions prendre ce cadre pour écrire un roman qui d'abord nous faisait plaisir, du fait que nous évoquions une région à laquelle nous étions très attachés, que nous parcourions beaucoup et où nous avions beaucoup de contacts, d'attaches et une connaissance historique de sa culture, de son patois, de ses habitants. Donc cet aspect tradition nous attirait pour parler d'une période, celle de la Révolution, qui a été beaucoup plus bouleversée dans d'autres régions, et vous avez cité la Vendée ou la Provence ou Lyon, bien entendu, mais qui nous attirait et qui nous permettait de placer une histoire dans un contexte qui nous plaisait beaucoup. Oui, alors cette connaissance du terrain apparaît très clairement dans le fil de votre texte, car vous multipliez les détails concernant l'environnement,
concernant la végétation, la faune, le gibier. Vous multipliez les détails concernant la gastronomie locale, etc. On a vraiment le sentiment, encore une fois, d'une très forte imprégnation de ce milieu chez les auteurs. Et c'est quelque chose qui participe à la réussite de ce roman. Et alors, on a un cadre régional bien particulier, bien précis, avec cette région du Bourbonnais. On a aussi un personnage, parce que les Volontaires du Roi, il y a un personnage qui domine tout à fait l'intrigue que vous présentez. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, le personnage central, Septime de Saint-Mayol, est un personnage issu de la petite noblesse du Bourbonnais. Pour en donner un profil, je dirais et nous sommes entre amis de l'histoire, Septime de Saint-Mayol, il tient à la fois de La Hire et de Guillaume le Maréchal. C'est-à-dire qu'il a le côté chevaleresque de Guillaume le Maréchal, et c'est quand même un soudard qui lui fait ressembler un petit peu à La Hire. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'il ne faut pas trop énerver. Voilà. Un personnage susceptible. C'est un personnage susceptible. Et qui est susceptible autant dans ses relations humaines, et donc dès sa jeunesse, c'est un bagarreur, que dans sa vision politique des choses, c'est quelqu'un qui n'est pas un grand amoureux de la démocratie et qui préfère de temps en temps dégainer son épée plutôt que d'entamer une longue discussion. Donc voilà, en deux mots, ce qu'est ce personnage. Il est entouré de gens, ce sont des amis, je dirais, ce ne sont pas des amis à la montagne et la Boétie, ce sont plutôt les amis de La Hire. Ce sont des Xaintrailles ou des chevaliers, ce sont des seigneurs, des petits seigneurs locaux, des petits nobles locaux. Pas de la noblesse de cou. Pas de la noblesse de cou, voilà. Et donc, Septime de Saint-Mayol, dans son parcours, va faire la guerre aux Amériques, d'une part, d'autre part, il va aussi participer à divers événements. Il est quand même présent à Paris au moment des débuts, des prémices de la Révolution. Le 12 juillet. Le 12 juillet, donc, qui fait l'objet de la couverture de la première édition de notre livre, avec la charge de royal allemand du prince de Lambeth, aux Tuileries. Alors, juste une anecdote, mais la charge de royal allemand, le prince de Lambeth, qui n'est pas certain qu'il ait été présent lors de cette charge, c'était le capitaine de Reinhard Hirzbach, qui est une très vieille famille d'Alsace et de Suisse, et qui est une vieille famille de chevaliers teutoniques, et c'est probablement lui qui a commandé de faire de la place. De dégager la population. Voilà. Donc, ça c'est un détail. Et sur la deuxième couverture, celle de la réédition, nous avons fait un autre choix, qui peut peut-être en étonner certains, cette présence des bâtons de Bourgogne, alors que nous sommes en Bourbonnais. Alors c'est un clin d'œil, d'abord parce que Septime de Saint-Mayol est très attaché au connétable de Bourbon, très attaché à la notion d'empire, et donc les bâtons de Bourgogne, c'est vraiment le symbole de l'empire, du Saint-Empire romain germanique, de l'empire de Charles Quint. De l'empire de Charles Quint, et donc c'est aussi un clin d'œil pour les lecteurs, voilà, parce que Septime de Saint-Mayol est attaché à une notion de monarchie qui dépasse celle... Qui n'est pas la monarchie absolue de droit divin et administrative de la fin du XVIIIe siècle. Septime de Saint-Mayol a un regret, il aurait préféré une continuité carolingienne plutôt que les Capétiens, il aurait préféré les Vermandois à un roi élu. C'est cette notion d'élection qui le choque. Pour lui, le roi s'impose d'emblée, il n'est pas élu. Alors, les manœuvres de l'évêque Adalbéron au moment de l'élection du Capet ont fait que l'histoire s'est déroulée autrement, mais donc il y a chez Septime de Saint-Mayol un attachement à une tradition monarchique, je dirais, plus ancienne. Alors, Septime de Saint-Mayol, c'est quelqu'un qui, avant que n'éclate la Révolution, passe une partie de son temps avec ses compagnons de chasse, qui sont justement ces petits nobles locaux que vous évoquiez il y a un instant.
intéressant, et c'est aussi une dimension intéressante dans votre livre, c'est tout ce qui touche à l'art équestre et à la chasse. On est dans un monde là, dans un imaginaire qui correspond tout à fait à ce que pouvait être l'ancienne France des provinces, avant que cette révolution de 1789 ne vienne troubler l'ordre qui paraissait établi de manière immémoriale. Alors, effectivement, la chasse est un grand centre d'intérêt pour Bernard Lugan, qui est un grand chasseur. En Afrique, en France, est un grand chasseur. Donc, c'était effectivement, et ça faisait partie de la culture d'autrefois. Ça en fait encore un peu partie aujourd'hui. Et il y a quand même énormément de Français chasseurs. Et donc, à ce propos, on parle pas beaucoup de la chasse, on a parlé du chien braque du Bourbonnais, qui est une race spécifique. On parle un peu aussi d'équitation, qui est ma propre passion, mais sur laquelle Bernard Lugan m'a longuement réfréné en me disant moins d'équitation, mais je ne lui ai pas dit de chasse. Je ne lui ai pas dit moins de chasse. Mais donc voilà, donc ce sont deux centres d'intérêt. Bernard Lugan est très intéressé par la chasse et passionné par la chasse, et moi-même je suis tout à fait passionné par l'équitation classique. Donc on s'est quand même retrouvé dans ces sujets-là, sachant que quand nous écrivions ce roman, nous étions chez Bernard Lugan dans beaucoup de moments pour collecter nos idées mutuelles. Et Bernard Lugan, donc ces pièces, nous étions entourés de trophées de chasse, de cornes d'animaux divers, ce qui permettait dans l'ambiance. Surtout pour ce qui concerne de trophées de faune africaine. Alors de trophées de phacochères, de buffles, de trophées et d'antilopes, mais ça mettait une certaine ambiance. On était un peu décalé sur le plan géographique, mais enfin on était dans l'univers cinégétique. Voilà, sachant que Septime de Saint-Mailleul, le héros de notre histoire, a passé un certain temps aux Amériques, la guerre contre les Indiens, donc et puis la guerre d'indépendance aussi. Et la guerre d'indépendance aux côtés des insurgents contre l'ennemi anglais. Voilà, donc Septime de Saint-Mailleul n'aime pas les Anglais. Cela va de soi. Cela va de soi. Mais donc il participe à ces épisodes. Glorieux pour la France, mais tellement coûteux qu'ils ont probablement participé au déclenchement de la Révolution, à la ruine financière, et par la haine que nous ont voué les Anglais, qui ont tout fait pour accélérer la Révolution. Voilà. Donc ce personnage est entouré dans le roman d'amis qui sont quelque part comme lui. Sur le même modèle. Et donc nous avons placé cela dans cette très belle région que nous aimons beaucoup et que nous avons longuement décrit. Alors Septime de Saint-Mailleul, pendant cette révolution, que va-t-il faire? Comment va-t-il réagir? On voit bien le profil du personnage. Qu'est-ce qui va le conduire à se mobiliser contre la Révolution? Parce qu'on imagine bien que, évidemment, il ne rejoint pas le club des Jacobins local. Alors, Septime de Saint-Mailleul, au moment du début au début de la Révolution, est à Paris, quitte Paris rapidement en se disant le pouvoir est trop faible, le roi est faible. Je dirais que dans son esprit, ça ne l'étonnait pas, puisque cette succession dynastique ne correspondait pas à ce qu'il aurait espéré. Donc le pouvoir est faible et il se réfugie chez lui, donc dans sa province, et décide car la terre ne ment pas. Quelque part, et donc décide de monter une activité contre-révolutionnaire, un maquis, une sorte de maquis, avec des gens sur lesquels il puisse compter. Il s'avère qu'il y en a très peu parmi la noblesse locale, pas du tout parmi la bourgeoisie locale, qui ne pense qu'à s'accaparer. Bien sûr, profiter de la situation. Ce qui s'est fait longuement. Et dans l'annexe de notre livre, nous donnons quelques précisions à partir d'études faites par M. Cornillon, qui est un célèbre historien, et qui précise qu'effectivement, des gens ont dénoncé des nobles ou des non-nobles, mais qui étaient des possesseurs de terres importantes, et ils ont dénoncé au comité révolutionnaire. Ces gens-là ont été guillotinés, comme ça ils ont pu s'accaparer les terres locales. Nous donnons quelques précisions sur ce fait. Donc, Septime de Saint-Mailleul
finalement ne trouve pas énormément d'écho dans une petite noblesse locale qui est attachée à sa tranquillité, aux philosophes, qui joue aux Parisiens et n'a pas du tout envie de se lever contre la Révolution. Phénomène qu'on a connu aussi dans l'Ouest. Il a fallu que les paysans rebelles aillent chercher parfois ceux qui allaient devenir leur chef. Exactement. Donc il a fallu se mettre à leur tête. Voilà. Ce qui s'est passé aussi, à la différence de l'Ouest, en Bourbonnais, les gens étaient, disons, plus confortables, plus riches. Terre agricole, terre d'élevage, donc les gens avaient des moyens, donc on n'a pas forcément très envie de bouger dans ces conditions-là. Dans l'Ouest, la noblesse locale était beaucoup plus pauvre et donc plus susceptible de se joindre, de prendre la tête de groupes de paysans. L'insurrection populaire. Oui. Donc Septime de Saint-Mayol est entouré d'un petit nombre de nobles et de un certain nombre de paysans qui se lèvent contre à la fois un pouvoir nouveau qui est très inquisiteur, qui lève des taxes, qui bientôt va lever des hommes pour la lever en masse. La religion traditionnelle. Et hostile à la religion traditionnelle. Donc, comme beaucoup de régions agricoles, on est plutôt attaché à ces traditions et on voit d'un mauvais œil des gens venus de Paris vous imposer des choses qui sont contraires aux traditions locales. Et le Bourbonnais a-t-il été une terre de prêtres réfractaires ? Un petit peu. En réalité, et comme je le disais au début de l'interview, le Bourbonnais, dans la réalité, n'a pas été une grande terre de contre-révolution. Parce que c'est une région agricole, que les gens ne se mobilisent pas. Mais il y a eu quelques prêtres réfractaires, comme il y en a eu un peu partout. Il faut dire aussi que, mis à part un passage assez rapide de Fouché pendant la Révolution, il n'y a pas eu de grande répression et de grandes difficultés Fouché dans cette en route pour Lyon et ses fusillades. Fouché en route pour Lyon et ses fusillades. Il y a eu beaucoup plus de drames à Lyon, bien sûr, à Bordeaux, parce qu'il y avait en plus d'une tradition religieuse ou monarchique, il y avait surtout une tradition fédéraliste ou une volonté fédéraliste. C'est ça, oui. Tradition fédéraliste qui était aussi celle d'autrefois de la France monarchique, avec des parlements locaux puissants. À titre personnel, je suis très attaché à la période de Charles VI, parce que Charles VI, dit le roi fou, mais quand il n'était pas encore fou, a su s'appuyer sur quelques très grands nobles, qui étaient un relais très important, un relais local très important, parce qu'il contrôlait de grandes régions. Le duc de Berry contrôlait une énorme région, et assumait donc le premier degré du pouvoir, ce qui permettait au roi d'être en position un peu de retrait, un peu abstrait des difficultés passagères ou y compris de soulèvements ou de mouvements populaires, mais il lui permettait d'intervenir en régulateur, ce qui n'est plus le cas en démocratie et ce qui est encore moins le cas en Ve République. Je ne parle même pas d'aujourd'hui, où le président de la République est tellement visible qu'à la limite, il est au milieu des événements et presque seul. Et alors, Septime de Saint-Mayol engage donc la résistance localement, mais avec quel résultat au bout? Car vous venez de le signaler, il ne peut pas compter sur une base populaire bien considérable pour lutter contre les révolutionnaires. J'imagine le comité de surveillance locale de Moulins ou de quelque autre localité. Alors, d'abord, c'est une région qui est quand même à la fois boisée, avec énormément de le terrain s'y prête, prête à une forme de guérilla. Septime de Saint-Mayol est un homme de guérilla, il l'a fait aux Amériques, et donc il s'est entouré de gens, de braconniers, de paysans, souvent de la toute petite paysannerie, qui l'ont aidé dans une activité contre-révolutionnaire visant à empêcher la libre circulation des hommes
hommes de la Révolution et à faire que règne un climat d'insécurité pour les révolutionnaires qui perdure à peu près jusqu'à l'Empire. À l'Empire, les choses s'apaisent et je dirais cette période de contre-révolution s'atténue et disparaît. Oui, c'est ça. Et alors que devient à ce moment-là Septime de Saint-Mayol? Quelle est son attitude vis-à-vis de l'Empire napoléonien? Son attitude, elle est réservée. Certains de ses amis rejoignent les armées de l'empereur, parce qu'il y a l'attrait de la guerre. La gloire est au rendez-vous. Voilà. Ce sont des chefs, ce sont des hommes d'action, et ils ont pour eux la gloire. Napoléon a eu aussi l'intelligence politique d'autoriser les retours des émigrés. Il est quand même plus amusant de galoper dans les rues de Moscou, de Madrid ou de Rome que de trotter sur les trottoirs de Paris ou dans les rues de Moulins. Donc, effectivement, les hommes, on rejoint l'aventure impériale, non pas dans sa vision politique, mais dans sa grande vision impériale rayonnante sur toute l'Europe. Donc voilà. Septime, lui, n'est pas très actif et il reste en retrait. Il reste en retrait. Et le retour de la monarchie à la Restauration en 1814 le satisfait quelque part, mais en partie seulement, dans la mesure où il se dit c'est le retour d'une dynastie qui a échoué en 1789 dans le prolongement d'une faiblesse quant à sa légitimité. Et alors oui, donc Septime sera déçu par la Restauration. Il sera déçu par la Restauration. Qui, pour beaucoup, n'a rien restauré du tout. Voilà. Et qui, en plus, donc, pour les nobles qui avaient émigré, leur a pas rendu grand-chose. Alors, en Bourbonnais, les gens qui sont revenus, les émigrés qui sont revenus, ont très souvent fait comme ça s'est passé dans d'autres régions de France. L'émigré qui revient estime avoir des droits dans les fourgons de l'étranger. Alors évidemment, l'émigré qui revient estime avoir des droits, mais il n'a plus rien. Et l'ancien domestique qui a racheté les terres et le château et qui a mis une apostrophe devant le D de son nom quand il en a comporté un, lui a maintenant beaucoup d'argent. Donc, ce qui s'est passé comme dans beaucoup de cas, la fille du noble revenu épouse le fils du parvenu acheteur de biens nationaux, et je dirais comme ça tout le monde se retrouve tout le monde se retrouve dans le meilleur des mondes. Et le nouveau régime y trouve son compte puisqu'il va bénéficier du soutien justement de tous ces parvenus. Exactement. Ces parvenus, c'est de chercher quelque chose. C'est ce qu'on appelait aujourd'hui la savonnette à vilain. Mais cette savonnette à vilain, c'était parfois le noble qui rentre et qui épouse la fille ou qui épouse la femme qui va lui apporter, lui restituer quelque part ses terres et ses biens, ou en tout cas des terres et des biens qui vont lui permettre de retrouver un certain lustre. Alors une fois Septime de Saint-Mayol arrivé au bout de ses aventures, une fois Septime de Saint-Mayol disparu, que devient le Bourbonnais ensuite au XIXe siècle? Le Bourbonnais retourne dans l'anonymat. Retourne un peu dans l'anonymat. Comme beaucoup de régions, dans beaucoup de régions agricoles, la noblesse locale a, par tradition, a vécu de ses terres et des revenus de ses terres. Et ce qui pouvait se faire au XIXe siècle encore, pouvait se faire de moins en moins au XXe, et donc dans beaucoup de cas, les terres ont été progressivement vendues pour assurer les rentes de gens qui n'avaient jamais travaillé, qui n'était pas une tradition, disons, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne fallait pas déroger. Bon. Donc beaucoup de familles ont quasi disparu, en tout cas se sont fondues dans un anonymat. Voilà. C'est une région aujourd'hui prospère, c'est toujours une grande région d'élevage, donc il est évident que c'est une région à laquelle Bernard Lugan et moi sommes attachés. Et puis c'est une région qui est devenue au XIXe siècle aussi républicaine.
le département de l'Allier. Il y a une tradition même de gauche forte. C'est là qu'était élu celui qui fut un temps secrétaire général du Parti communiste après Georges Marchais, Lajoigny, André Lajoigny. Alors, il était élu de l'Allier. Effectivement, l'Allier, qui est donc au cœur du Bourbonnais, c'est vrai qu'il y a Bourbon-l'Archambault, la capitale du Bourbonnais. André Lajoigny était élu communiste. C'est une région qui est, j'allais dire, de tradition communiste rurale. C'est ça. Voilà. Alors cette tradition communiste rurale, la Haute-Vienne ou la Creuse. Quoi qu'on en pense, c'est une tradition très traditionnelle. Bien sûr. Quelque part, au jour d'aujourd'hui, je connais bien le maire de Nanterre, qui est un ancien maire communiste, et je dirais que en discutant avec lui, la tradition communiste a souvent permis l'ascenseur social pour un certain nombre de jeunes. Aujourd'hui, ceci n'existe plus, et quelque part, on aurait peut-être, je le dis avec un sourire, on aurait peut-être moins de difficultés dans les banlieues s'il y avait un peu plus de communisme traditionnel. Sur l'ancien modèle, oui. Parce qu'effectivement, c'était une tradition de structuration de la société. Donc en Bourbonnais, il y a une tradition de communisme rural. Cette tradition de communisme rural est une tradition qui regroupe plutôt des paysans relativement importants. C'est donc une continuité traditionnelle, mais une continuité traditionnelle qui n'est pas celle du plus petit peuple. Les ouvriers agricoles, les plus petits dans la structure agricole, ne sont pas dans cette ligne-là. Je dirais qu'ils sont parfois plus à l'extrême gauche ou ailleurs, mais en tout cas pas dans cette tradition, puisque pour eux, le paysan important est communiste. Donc eux ne l'étant pas, ils ne le sont pas. Merci beaucoup Arnaud de Lagrange pour tous ces éclaircissements concernant l'histoire du Bourbonnais. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Les Volontaires du Roi, qui est le produit d'une collaboration de 2 auteurs, Bernard Lugan et vous-même, publié donc aux éditions Balland.